Ouais, je suis en train de me mettre un petit verre de Sancerre, mon gars. Et pourquoi? Parce que je n'en ai rien à faire. Ouais. Non, en fait, là, ce que vous venez de voir, c'est connecté avec le sujet dont on va parler, parce qu'on va parler de liberté. On va parler de liberté, d'indépendance et de sortie d'une vie d'esclave salarié. C'est parti. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça s'est passé la fin de ta vie de bureau? C'était une décision? Comment s'est passée la transition d'une vie de salarié à une vie d'indépendant? Alors moi, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais été hyper à l'aise en costume cravate dans une banque, etc. Et pourtant, je l'ai fait pendant 20 ans. Et c'est là où on voit aussi la puissance du besoin de stabilité, en tout cas chez moi. Besoin de stabilité, besoin de reconnaissance. Le côté financier aussi, j'avais d'énormes freins. Donc pour parler de ma fin de carrière, moi déjà ça faisait un moment que je voulais bouger. Mais il se trouve que j'étais employé en Suisse avec un très bon salaire. Ma femme était employée en Suisse avec un très bon salaire aussi. Donc on avait une vie assez confortable. Donc j'étais dans une banque privée. Au début, quand j'ai rejoint cette banque, j'étais entouré de collègues et notamment un chef qui était un leader, on va dire, qui est devenu un ami, hein, mais qui était vraiment un leader, quelqu'un qui amène les gens de l'avant. On a énormément recruté. J'ai recruté des centaines de personnes. On a complètement changé en fait le département dans lequel on était. On a amené vraiment une vision, etc. Et puis ça a disparu. En fait, la banque s'est transformée un peu. Bon, bref. Et à la fin, le déclencheur, vraiment ce qui a fait que je ne pouvais plus tenir, parce qu'avec ma femme, on s'était dit, enfin, moi, j'avais des gros désirs d'indépendance. Et ma femme, qui est un peu plus jeune que moi, disait, moi, j'aimerais bien continuer encore quelques années. Et ce qu'a fait l'étincelle, en fait, c'est que je suis tombé sur un chef direct qui était à deux doigts de la retraite et qui est quelqu'un qui Mhm. était, et je le salue s'il m'écoute, qui était colérique. D'accord. Mhm. Colérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans une salle de réunion, on parle d'un Mhm. problème, d'accord? Et tu as, mon chef qui tape sur la table avec la main, mais qui tape de toutes ses forces. Ça fait, t'as plus un bruit, tu vois. Mais ça, il fait ça avec les personnes qui sont en dessous de lui, hein. Après, c'est un agneau en comité exécutif quand il doit présenter quelque chose. Mais ça, c'est le genre de choses je ne supporte pas. C'est physique, Mhm. si tu veux. C'est Mhm. physique, c'est quelqu'un que je me suis mis à détester. Et je refais le petit Mhm. coucou s'il écoute. Il est à la retraite depuis. Et donc, de travailler pour quelqu'un qui te Mhm. juge, qui dit ce qui est bien, ce qui est pas bien, qui te donne des objectifs, etc. Et que tu détestes. Et je savais qu'il allait aller à la retraite, donc j'aurais très bien pu patienter. D'ailleurs, il est parti à la retraite avant que je parte. Mais pour moi, ça a été le déclencheur. Je me suis dit, ça, c'est fini. Mhm. C'est fini. Un chef comme ça qui me hurle dessus, qui me gueule dessus plutôt, ça, je veux plus le subir. Donc ça a été le truc qui m'a fait dire c'est fini. Et après, pour être vraiment plus concret, il se trouve qu'en plus, comme on réduisait énormément les équipes, puisque j'avais Mhm. envoyé la plupart de mes équipes, je gérais à peu près une dizaine, quinzaine d'équipes. La plupart de ces équipes ont été offshorées, outsourcées, je ne sais plus comment on dit, bon bref, vous avez compris, notamment aux Philippines, en Inde, etc. Donc j'ai géré cette partie-là. Donc les équipes ont fortement réduit. J'aurais pu me trouver, je pense, sans trop de problèmes, un poste en interne. Mais c'est moi, à un moment, qui ai Mhm. levé la main, vu qu'il y avait des packages de sortie plutôt intéressants. À un moment, j'ai levé la main, j'ai dit, ouais, finalement, moi, je veux bien partir. Je crois que c'est le bon Mhm. moment pour moi. Mais le vrai déclencheur, ça a été de travailler pour quelqu'un qui ne partagent pas mes valeurs, on va dire. Et toi, alors, C'est drôle. cette fin de carrière universitaire? En fait, ce qui ressemble le plus à ce dont tu m'as parlé, moi, c'est le tout début de ma carrière. En fait, la période où j'ai vraiment dû me frotter à ce qu'était un petit peu le monde salarié, c'était juste après mon master et dans l'attente de décrocher une bourse de thèse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé mon master, ça s'est très bien passé, j'étais major de promo. Je travaillais bien en fait, j'étais concentré, je suis assez content de mes études parce que j'avais un job pourri tu sais, j'avais le week-end, j'étais vendeur magasinier dans des magasins de nuit
pour financer mes études. Mais ça, j'aimais beaucoup à la limite parce que c'est un peu les gens de soirée, les gens de la fête qui viennent, ils sont de bonne humeur, on peut mettre de la musique dans le magasin. Donc j'allais pas en soirée le week-end comme mes camarades, mais enfin c'était un vrai plaisir de me dire je gagne de l'argent, je suis responsable de mes études, etc. Donc je fais mes études, je suis diplômé. Et j'ai déposé des dossiers pour pouvoir être financé et obtenir une bourse de thèse. Et pendant cette période où j'attendais ma bourse de thèse, j'ai travaillé dans un think tank. On va appeler ça un think tank. Je vais essayer de pas donner trop de détails pour ne pas voilà, parce que je vais peut-être dire des choses un petit peu désagréables sur la manière dont ça s'est passé. Souvent les think tanks c'est des petits organismes qui se créent autour d'une personnalité. Donc vous avez une personnalité qui est forte en économie, une personnalité qui est forte en politique et qui crée une espèce de cabinet de réflexion autour de ça. Et donc c'est un petit peu un chef absolu, un leader d'opinion au sein du think tank. Et en dessous de lui, il y a une pyramide de gens qui travaillent. Et donc j'ai travaillé donc dans un think tank avec une ambiance qui était assez délétère. Et là où j'ai compris ce qu'était la vie de salarié, moi j'habitais loin de Paris en fait. À cette époque, j'étais retourné chez mes parents à Mantes-la-Jolie. Donc ça veut dire que le matin, je devais prendre ma voiture, me garer près de la gare, prendre un train, arriver de faire Mantes-la-Jolie, Saint-Lazare, prendre le métro et enfin arriver au bâtiment qui était pas très loin de l'Assemblée nationale. Et donc ça voulait dire que je devais me réveiller vers 6h15. Et moi je suis pas du tout du matin, donc je devais me réveiller vers 6h15 pour pouvoir arriver à l'heure au travail. Et des fois, avec tous ces transports, il peut y avoir des aléas sur le chemin. Et donc je me rappelle d'une fois où j'étais arrivé avec 10 minutes de retard, tout transpirant parce que en plus on faut mettre des costards, enfin cauchemar quoi. Il faut être en costume et donc j'arrive, j'ai couru, c'est difficile de courir avec ce genre de chaussures, etc. Et j'arrive et la personne m'attendait en disant mais on te paye pas à rien faire, il est 9h10, ça commence à 9h, enfin cauchemar. Et donc ce genre de choses où on est sous l'autorité de quelqu'un, c'est absolument impossible. Et donc j'ai déjà énormément gagné en liberté quand je suis passé de ce monde voilà, du conseil, de la je sais pas quoi, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, de la veille, quand je suis passé de ce monde-là salarié au monde universitaire, c'était déjà un bond de liberté. Donc la sortie du monde universitaire, c'était pas du tout une sortie en mode je ne peux plus, je n'en peux plus de ce monde. Il y avait des choses qui étaient assez désagréables dans le monde universitaire parce que c'est de l'argent public, donc ça veut dire qu'il y a une part d'arbitraire, mais on en a déjà parlé. Mais moi, ma problématique dans la recherche d'indépendance, c'était plus je veux pouvoir faire ça toute ma vie. Je veux toute ma vie travailler sur des choses intéressantes, je veux toute ma vie créer, je veux toute ma vie tester, je veux toute ma vie enseigner. Donc c'est ça la problématique. C'était pas tellement de fuir une ambiance qui était désagréable, c'était de créer les conditions pour que ça ne dépende que de moi. Est-ce que tu veux peut-être attaquer par ton premier avantage alors à la situation d'être indépendant ? Ouais. Pour moi, le premier avantage, ça a été de pouvoir décupler ses revenus et que ça dépende de soi. Donc ça, c'est quelque chose qui... après, on va venir sur des choses plus éthiques, parce que là, je me rends compte que c'est assez matérialiste ce que je dis, mais c'est important. C'est vraiment ce sentiment que on peut créer différentes lignes de revenus et que ça dépend que de nous. Ça, c'est un sentiment qui est absolument fascinant. Et au début, évidemment, c'est très difficile. La première fois que j'ai dû créer une formation, j'ai mis 1 mois à la faire. Donc j'ai mis 1 mois à créer tous les modules. Et j'ai fait que ça pendant 1 mois en fait. J'ai fait que ça pendant 1 mois. Et à la fin du mois, j'en ai vendu une. Et donc là, vraiment, je me suis dit, ça va être compliqué. T'as travaillé 1 mois et t'as vendu une formation, ça va pas le faire. Mais pour te dire, j'étais extrêmement heureux quand j'ai vendu cette formation parce que ça voulait dire, ok, ça va être compliqué, mais c'est possible. Et un jour, ce qui va se passer, c'est que je vais consacrer beaucoup moins de temps et les revenus que je vais recevoir vont être décuplés. Donc j'aurais pu vivre ça comme un échec, mais en fait, je me suis dit, mais c'est génial. C'est absolument super parce que ça, je l'ai créé
C'est une ligne de revenus que j'ai créée. Et après, on peut commencer à réfléchir, à se dire, je vais avoir un peu de revenus qui va venir de la monétisation, qui va venir des formations, qui vont venir des coachings. Et puis surtout, ce sentiment que ça dépend de nous. En fait, c'est ça qui est passionnant, c'est on se dit, bah là, j'ai vendu une seule formation, bah ça veut peut-être dire que je sais pas vendre. Ça veut peut-être dire que j'ai pas connecté avec le bon réseau. Ça veut peut-être dire que le sujet sur lequel j'ai créé cette formation était pas le bon. Et donc, ce qui est passionnant, c'est qu'on se dit, bah, je vais lire, je vais me former, je vais acquérir plein de compétences, et ce travail que je vais faire moi-même, ça va me permettre de débloquer des objectifs. Donc, c'est ça qui est absolument génial, c'est que on se dit, je pourrais faire mieux la prochaine fois. Il suffit de travailler, il suffit de me former. Donc, ça, pour moi, c'était une des choses les plus positives. C'est à partir de maintenant, les revenus que je vais toucher dépendent de moi, dépendent de ma créativité, et le process pour acquérir ces compétences va être absolument passionnant, et les récompenses vont être très agréables parce que ce ne sera que d'argent qui sera le fruit de ma force de travail. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de... Je trouve ça absolument génial, et c'est encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, chaque euro que j'arrive à décrocher par mon activité, je suis extrêmement heureux parce que on les doit à notre. Évidemment, il y a une part de chance. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais quand même, à la fin, c'est parce qu'on a fait certains choix, c'est parce qu'on a pris certaines décisions qui sont sanctionnées par de l'argent, et je trouve ça génial. Bon, et maintenant, je vais pas vous faire un dessin. Vous le savez, si vous voulez commencer à vous émanciper d'une vie d'esclave salarié, il faut commencer à multiplier ses sources de revenus. Et une manière de le faire, c'est de commencer à investir. Et vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et qu'en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. A plus dans le bus.